Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui n'est pas haïtien. Et il n'est même pas domingois. Il n'est pas né à Saint-Domingue, il n'a pas été lié à Saint-Domingue. Alors, me diriez-vous, pourquoi nous parler d'un homme qui n'est pas haïtien sur la chaîne Haïti Culture et Perspective? Eh bien, je vais vous parler du premier Africain qui a écrit un texte dénonçant l'esclavage. Et pourquoi cet auteur est important? C'est parce qu'il a été passé sous silence. On n'a pas parlé de lui. On n'a pas étudié à l'école. On n'a pas souvent présenté dans les émissions culturelles sur l'identité noire. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui est Otoba Cugoano. Otoba Cugoano, c'est sans doute un nom qui vous est complètement inconnu. Pourtant, c'est l'homme qui a pour la première fois qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité. Otoba Cugoano est né en 1757. Il est né au Ghana, dans le Ghana actuel. Il est né dans une famille de notables. À 13 ans, il est kidnappé. Kidnappé et vendu en esclavage en Amérique. Il arrive sur l'île de Grenade en 1770. Il faut noter que Cugoano est kidnappé avec un groupe d'enfants. Il faut se rappeler que lors des rapts d'esclaves en Afrique, il y avait 30% d'enfants qui étaient kidnappés et envoyés en esclavage. Il décrit cet épisode comme étant une horreur absolue. Imaginez un enfant de 13 ans qui est forcé de travailler dans les plantations et dans les mines pour enrichir des négociants dont les statuts sont présentés fièrement dans les grandes villes d'Europe. L'horreur absolue, pas vrai? En 1772, il est vendu à un négociant anglais qui s'appelle Alexander Campbell. Alexander Campbell va le faire rentrer en Angleterre. En Angleterre, il est vendu à une famille d'artistes, les Causeway, Maria et Richard. C'est eux qui lui donneront sa liberté. En Angleterre, Cugoano va faire deux choses qui sont fondamentales pour la suite de cette histoire. Premièrement, il va apprendre à écrire. Vous allez voir l'importance de cela. Deuxièmement, il va se convertir au catholicisme. Baptisé à l'église Saint James, il devient John Stewart. La plupart des gens le connaissent sur ce nom, John Stewart. En général, quand on parle de John Stewart, en fait, on parle de Otoba Cugoano. Otoba Cugoano qui va s'investir dans la lutte contre l'esclavage à corps défendu. Il va appeler ouvertement à la fin de la traite des Noirs et la fin tout court de l'esclavage. Mais surtout, en 1787, soit 2 ans avant la prise de la Bastille, Cugoano sort un livre, Thoughts and Sentiments, les pensées et les sentiments sur l'esclavage. Ce livre est absolument majeur. C'est un livre qui va déconstruire le narratif selon lequel les esclaves ont été arrachés à une terre qui leur était complètement hostile. Or, l'histoire même de Cugoano prouve le contraire. Cugoano avait 13 ans, il n'était pas un chef de guerre, son père oui, mais lui non. C'était un enfant à qui on a volé son innocence. Cugoano va présenter plusieurs arguments dans ce livre majeur. D'abord, un argument économique et commercial. Il faut mettre fin à la traite des Noirs. Il faut mettre fin à l'esclavage parce que faire des Noirs des acteurs économiques, ce sera forcément bénéfique pour tout le monde. Cet argument, il est nouveau et il est fondamental. Et toute l'équipe des abolitionnistes vont en réalité avoir ce petit son de cloche quelque part dans la tête. Faire des Noirs des libres, c'est créer un marché pour le capitalisme émergent. Ça, c'est la première grande idée de Cugoano. Libérer les esclaves, c'est libérer une classe d'individus qui va progressivement être un contribuable fondamental pour le capitalisme. C'est révolutionnaire déjà cette idée.
C'est une idée qui va être reprise par les abolitionnistes gradualistes. Qu'est-ce que c'est qu'un abolitionniste gradualiste? C'est quelqu'un qui estime que l'esclavage ne peut pas s'arrêter d'un coup, qu'il faut le temps pour construire une élite et progressivement accorder de la liberté aux Noirs et mettre fin à l'esclavage. Mais que dans un premier temps, l'hypocrisie de cette idée pousse à dire qu'on peut mettre fin à la traite des Noirs sans arrêter l'esclavage. Or, à un moment, le système va demander de plus en plus de main-d'œuvre. Si on est pour l'esclavage, on est forcément pour la traite des Noirs, puisque la traite est le pourvoyeur du muscle africain pour le Nouveau Monde. Ainsi, si on pousse cette idée un peu plus loin, on peut penser à tout ce mouvement abolitionniste des Condorcet, des Mirabeau. Eh bien, ils avaient deux grands objectifs. Premièrement, créer de la substance pour le capitalisme et deuxièmement, mettre en place une élite qui va pouvoir poursuivre le post-esclavagisme et le post-colonialisme. Ce sont des gens qui vont se sentir privilégiés puisqu'ils vont être des propriétaires et qu'on va leur donner une éducation et ils vont être des leaders. La plupart du temps, ces gens étaient des mulâtres ou des noirs libres, propriétaires d'esclaves eux-mêmes. Imaginez l'effet pervers du système. Mais revenons à Kuguano un instant. Kuguano est pour une approche immédiatiste, c'est-à-dire mettre fin à l'esclavage maintenant, tout de suite. Et on est en 1787. Je vous le rappelle, on est à 2 ans de la convocation des États généraux. On est à 2 ans de la prise de la Bastille. On est à 2 ans de la Constituante en France. Kuguano dit il faut mettre fin à l'esclavage immédiatement. Arrêtons la traite des Noirs et arrêtons l'esclavage. Pourquoi? Parce que en créant une classe de libres, on crée de la substance pour le commerce extérieur, on crée de la substance pour les échanges, tout le monde est gagnant. C'est la première grande idée de Kuguano. La deuxième grande idée de Kuguano, c'est l'approche juridique. C'est de dire au fond que l'esclavage est un crime contre l'humanité et que ce crime en tant que tel doit être puni. Donc, qu'on se le dise, Kuguano est le premier à avoir qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité. Ça ne vient pas de la Société des Amis des Noirs, ça ne vient pas de Saint-Domingue, ça vient d'Afrique. Et c'est Kuguano qui va dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Je voudrais m'arrêter une seconde sur cet aspect, parce qu'il y a un malentendu fondamental entre les Antillais et les Africains. Les Antillais pensent que leurs frères africains ont été leurs vendeurs au Nouveau Monde. Et Kuguano nous dit que non. Kuguano nous dit qu'il était témoin, qu'il était victime de ce fait et qu'il a été kidnappé et qu'il avait 13 ans et qu'il était accompagné d'un groupe d'enfants et qu'il avait été vendu dans le Nouveau Monde. Et ça, c'est fondamental pour mettre l'Église au milieu du village. Ça, c'est la deuxième grande idée de Kuguano. Après l'argument économique, voici l'argument juridique et moral. Kuguano va aussi présenter une approche socio-historique de la traite des Noirs, en expliquant le contexte dans lequel la traite a pris naissance, que les négociants européens ont alimenté des guerres pour pouvoir faire fleurir le commerce des esclaves. Il le sait puisqu'il a été victime de ce fait. En ce sens aussi, Kuguano vient nous aider à comprendre le phénomène, à essayer de défaire, de déconstruire tout le narratif qui consiste à dire que les Africains étaient des vendeurs de leurs frères, qui consiste à dire que ceux qui étaient vendus étaient en fait arrachés à des gens qui étaient pires que les Européens. Ça va notamment être l'argument du chevalier de Cocherel, du club Massiac, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. L'idée du chevalier de Cocherel, c'était de dire au fait que les Africains qui avaient été arrachés à leur terre étaient des barbares. C'était des gens qui n'avaient pas autre sort que de devenir esclaves. Et qu'au fond, il avait été encore plus loin en disant que ceux qui avaient arraché ces esclaves d'Afrique
leur avait en quelque sorte rendu un service. Puisqu'ils arrivaient à Saint-Domingue, dans l'Eldorado de Saint-Domingue, où au pire, il y avait une discipline militaire, mais rien de dégradant pour l'être humain. Ce qui est un mensonge historique honteux. Et Kuguanu nous explique que non. Il nous explique qu'il y a une instrumentalisation des conflits en Afrique afin de générer ce commerce d'esclaves. C'est une idée fondamentale qu'il faut enseigner à nos Antillais qui ont cette blessure et à nos Africains qui sont devant la repentance et qui doivent comprendre qu'ils ont été manipulés dans cette histoire. C'est fondamental. Bien sûr, est-ce qu'il y avait des chefs locaux qui faisaient de l'argent sur le commerce d'esclaves? Bien entendu. Mais ils ont été aussi instrumentalisés, corrompus, par des gens qui avaient des visées plus larges, mercantiles. C'est important de le dire. Kuguanu va aussi développer une approche religieuse. Quand je vous ai dit que le fait qu'il se soit baptisé en Angleterre vers 1773 à l'église St. James et qu'il a pris le nom de John Stewart, que ce phénomène était important, eh bien il va utiliser dans son livre l'argument religieux. Kuguanu devient un religieux convaincu, un catholique fervent et qui ne comprend pas la concomitance entre esclavage et chrétienté. Et là, il va mettre l'Occident devant son hypocrisie fondamentale, qui consiste à aller prier Dieu et en même temps à faire d'êtres humains, des créatures de Dieu, des meubles, des biens meubles, selon la théorie même du Code noir, une sorte de constitution qui régissait le comportement, les droits et les devoirs des esclaves dans la colonie de Saint-Domingue en 1685 par l'édit du roi Louis XIV. Donc Kuguanu va mettre l'Européen devant ses propres contradictions. Il va dénoncer son hypocrisie. Comment peut-on être religieux et raciste? Kuguanu va arriver avec cet argument moral qui va déconstruire la bonne conscience européenne. Kuguanu va convoquer le droit anglais et il va tirer de ce droit anglais un principe selon lequel si on cause un dégât, un dommage à autrui, on a l'obligation de réparer ce dommage. Vous voyez où je veux en venir. Kuguanu est le premier qui a énoncé l'idée de réparation pour le dommage causé aux esclaves. Je répète, Kuguanu est le premier qui a évoqué la thèse selon laquelle, le principe selon lequel l'esclave doit être dédommagé, puisqu'il a été fait sous homme, puisqu'il a été vendu, puisqu'il a été spolié, puisqu'il a été pillé, puisqu'il a été déshumanisé. C'est cet argument qui va le faire basculer dans la catégorie des radicaux. Vous jugerez par vous-même. Si l'esclavage est un crime contre l'humanité et qu'il faut réparer ce dommage causé par l'esclavage, pourquoi tout simplement ne pas mettre en esclavage les colons esclavagistes, les négriers, les négociants, vendeurs d'esclaves? Vous avez bien entendu, Kuguanu demande que les négriers soient faits eux-mêmes esclaves pour comprendre la douleur des Noirs esclavagisés. C'est ça Kuguanu. C'est en ce sens que Kuguanu est fondamental. Non pas parce qu'il a demandé qu'on mette d'autres personnes en esclavage, mais c'est parce qu'il était prêt à aller au bout. Il était prêt à faire comprendre par l'empathie la barbarie de l'esclavage. Parce qu'en disant que des Blancs doivent être esclaves, ça a déboulonné certaines consciences. Si on ne met pas fin à la traite des Noirs, si on ne met pas fin à l'esclavage, eh bien Kuguanu promet
l'horreur pour les colons. Il leur promet une révolution qui va leur être très chère. Je vous rappelle, ce livre de Kougouanou est publié en 1787. 1788, Brissot de Roiville va créer la Société des Amis des Noirs. En 1789, l'abbé Grégoire va intégrer la Société des Amis des Noirs. Condorcet va devenir le président de la Société des Amis des Noirs. Mirabeau va être associé à la Société des Amis des Noirs. 1787, c'est 2 ans avant les États généraux. C'est 2 ans avant l'Assemblée constituante. C'est 2 ans avant le serment du jeu de paume. Serment par lequel les députés disent qu'il faut donner une constitution nouvelle à la France. Nous sommes dans la révolution des pensées. 1787, c'est bien avant le soulèvement général des esclaves à Saint-Domingue. Pourtant, Kougouanou nous dit qu'il va avoir une révolution. Kougouanou, bien avant Marx, pouvait étudier le contexte et comprendre qu'il était donneur de révolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à partir de 1791, on n'a plus eu nouvelle de Kougouanou. On pense qu'il est mort en Angleterre, mais on ne trouve pas de traces. Alors, une idée me vient à l'esprit. Et si Kougouanou était tout simplement tué? Tué pour avoir osé prétendre qu'il fallait mettre des Blancs en esclavage. Ce que je vous dis là n'existe dans aucun livre. Et je ne veux pas rentrer dans la théorie des complots. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que des données qui sont basées sur des faits. Mais ici, ce n'est qu'une hypothèse qui va peut-être vous pousser, vous, à investiguer, à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à Kougouanou. Parce que nous devons savoir ce qui est arrivé à Kougouanou. S'il est mort en Angleterre, nous devons trouver les traces. S'il est mort ailleurs, nous devons le savoir. Et alors, une autre idée me vient à l'esprit. Et si Kougouanou était parti à Saint-Domingue? Parce que Kougouanou a disparu en 1791. Ce qui correspond au soulèvement général des esclaves. Bois-Caïman, Boukman, le soulèvement général des esclaves qui prépare la révolution. Et si Kougouanou était allé mettre sa pierre à l'édifice? Et s'il était mort à Saint-Domingue? Et s'il était mort sur le chemin de Saint-Domingue? Nous ne le saurons jamais. En tout cas, il est temps pour nous d'ouvrir cette boîte à questions. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Otoba Kougouanou et ce texte Thoughts and Sentiments, qui est l'un des premiers à dénoncer l'esclavage dans le monde. Et tout le mouvement abolitionniste s'est rabattu sur sa pensée pour développer des thèses défendant la fin de l'esclavage et de la traite des Noirs. À très bientôt sur cette chaîne Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne, la culture afrodescendante. À très bientôt. Ciao.